Donc, merci de me donner l'opportunité, encore une fois, de présenter Radio Transnet, ce que c'est, quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour la suite. Et pour rebondir sur les dernières paroles de Philippe Giraud, Radio Transnet, c'est finalement effectivement la volonté de mettre ensemble tous les acteurs de la recherche en radiothérapie, parce qu'effectivement, il y a des questions qui se posent en clinique, qui arrivent au fur et à mesure de la pratique, des pratiques qui changent et des protocoles de traitement qui changent, qui posent des questions et qui nécessitent finalement qu'on revienne en amont à la recherche, au fondamental, pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer d'avoir les meilleures méthodes finalement d'évaluation et d'application de ces protocoles de radiothérapie. Donc, qu'est-ce que Radio Transnet, pour revenir finalement aux bases. Donc, c'est un projet qui a été initié en 2018, qui est porté par la SFRO en association avec la SFPM et qui a été labellisé donc fin 2018 pour 3 ans. L'idée de monter ce projet, ce réseau, c'est d'essayer de structurer au niveau national la recherche préclinique et translationnelle en radiothérapie oncologique autour d'un projet d'innovation commun. Donc, le but, c'est quoi concrètement? C'est d'identifier des priorités de recherche, de faire en sorte qu'elles soient cohérentes avec les besoins cliniques et d'organiser cette recherche avec tous les acteurs du domaine répartis sur le territoire, et ceci afin de permettre une meilleure visibilité du domaine de recherche qui était un peu tombé en désuétude ces dernières années, et donc évidemment, par la force des choses, obtenir un meilleur financement du domaine de recherche et de la recherche en radiothérapie préclinique. En termes de gouvernance, donc comme c'est un projet, c'est un réseau qui est porté par la SFPM et la SFRO, nous avons 2 coordinateurs qui sont actuellement Philippe Mingon pour la SFRO et Vincent Marchesi pour la SFPM. Je suis donc le project manager de ce réseau, c'est-à-dire que je mets en œuvre les actions qui sont décidées au niveau avec les coordinateurs et le conseil scientifique. Conseil scientifique, donc, qui est composé de radiothérapeutes oncologues, de chercheurs radiobiologistes et de physiciens médicaux, ceci afin de permettre vraiment une complémentarité des compétences et des échanges pour être le plus pertinent possible. Au niveau des membres partenaires, quand nous avons lancé le projet et essayé d'identifier toutes les personnes qui souhaitaient rejoindre le réseau, plus de 90 partenaires se sont identifiés, se sont fait connaître, et ils sont répartis sur tout le territoire français. Alors, quand je dis partenaires, c'est vraiment des tailles variables, parce qu'on a des partenaires qui se sont identifiés en tant qu'équipe, en tant qu'unité, département, voire institut complet. Donc, c'est vraiment très, très éclectique. On a bien sûr des partenaires par rapport aux tutelles de recherche académique comme le CEA, l'IRSN, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, l'IRBA. Je crois qu'on a vraiment des partenaires identifiés au niveau de toutes les tutelles. On a des partenaires qui sont localisés au niveau des centres de soins, donc les centres de lutte contre le cancer, les hôpitaux de la PHP, des CHU, également des hôpitaux référencés au sein du SNRO. Et donc, nous intégrons aussi des réseaux qui étaient déjà existants, comme le réseau Resplendir, qui est un réseau de plateformes d'irradiation et qui essaye de mutualiser les méthodes, notamment de contrôle qualité, pour pouvoir avoir des études comparables entre les différents travaux, les CIRIC, les GRAP, donc les groupes de recherche en radiothérapie de la PHP. Nous avons des partenaires universitaires, les cancéropôles, et également nous essayons d'avoir des partenariats avec des industriels. Donc, le plus important que nous ayons à l'heure actuelle, c'est avec AstraZeneca, qui nous a également soutenus financièrement sur ces 3 premières années. Mais nous avons également des contacts avec les sociétés comme TerraPanacea, que vous connaissez bien, et qui travaille dans le domaine de l'intelligence artificielle pour les plans de traitement, Oncodesign, ou également Alara, qui est une société plus au niveau également de la dosimétrie. En termes de projets, les activités de Radio Transnet sont organisées autour de 4 axes majeurs qui avaient été identifiés dans le but un peu de structurer toute cette recherche. Et bien évidemment, ces 4 axes visent à améliorer l'index thérapeutique de la radiothérapie oncologique. Alors, quels sont-ils? Donc, le premier, Work Package, est dédié à la définition des volumes cibles. Le second, aux interactions des irradiations avec les tissus sains. Le troisième, à l'apport des thérapies combinées. Et le quatrième, aux approches modernes de calcul de dose. Donc, vous voyez déjà avec ces 4 work packages qu'on essaye de balayer très, très large
les différentes activités du réseau parce qu'il y a vraiment tout un tas de choses à explorer maintenant avec toutes les évolutions. Et donc très rapidement, au niveau des thèmes qui avaient été abordés dans cette première phase pour essayer de dégager des priorités, au niveau du premier work package, donc la définition des volumes cibles, on a notamment abordé au cours des discussions, bien évidemment, le but, c'est de définir le volume et donc il y a les problématiques de volume biologique, notamment avec l'hétérogénéité tumorale et le micro-environnement. Et donc, comment on fait pour délimiter ces volumes cibles en fonction, donc notamment les développements d'imagerie fonctionnelle liée à la radiomique, la définition des marges, et est-ce qu'on est capable d'avoir une planification adaptative des autosegmentations, et est-ce qu'on peut utiliser correctement l'intelligence artificielle pour le faire. Concernant l'interaction des radiations avec les tissus sains, les différents thèmes abordés étaient donc bien évidemment d'essayer de contrôler et de limiter les effets secondaires radioinduits et de comprendre les mécanismes moléculaires associés. Être capable de détecter en amont et de savoir qui aura une radiosensibilité individuelle et essayer de définir des biomarqueurs. Si possible, en fonction de cette détection, à trouver des moyens de protection des tissus sains et donc aussi par rapport aux nouvelles modalités de dépôt de dose, essayer de comprendre l'impact des modalités de fractionnement ou de la dronothérapie sur la radiosensibilité individuelle éventuellement. Est-ce qu'on a des stratégies différentes pour protéger les tissus sains? Le troisième work package, donc consacré au traitement combiné, tente finalement de définir différentes stratégies de combinaison, donc de la radiothérapie avec des molécules, que ça peut être l'immunothérapie, les inhibiteurs de DNA repair, des nanoparticules, et donc toujours dans l'idée d'augmenter la réponse différentielle entre le contrôle tumoral et la protection des tissus sains. Donc c'est forcément un work package avec des études comparatives, et donc pour lesquelles, si on veut justement avoir des études comparatives, il faut développer des protocoles précliniques standardisés et essayer finalement d'avoir des bases de données communes pour permettre au mieux toutes ces comparaisons, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Enfin, par rapport au work package dédié au calcul de dose, les différents thèmes abordés et suggérés pour être explorés sont bien évidemment la micro et la nasodosimétrie, la structure du dépôt de dose et la prédiction des effets biologiques associés, les thématiques qu'on a déjà abordées, notamment de cumul de doses liées au diagnostic, au repositionnement et bien évidemment au traitement, et développement d'outils d'aide à la prise de décision guidés par l'intelligence artificielle. Donc, chaque work package, il avait été décidé que chaque work package serait animé par 3 modérateurs. Là encore, comme pour la gouvernance, ces 3 modérateurs, il y a toujours un oncologue radiothérapeute, un physicien médical et un chercheur radiobiologiste pour assurer une complémentarité des compétences. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur le tableau que vous voyez à l'écran, vous voyez les différentes personnes qui avaient été choisis pour assurer cette animation. Et ces modérateurs ont organisé des workshops, donc un workshop par axe majeur, basé sur le schéma des réunions scientifiques consensus, afin ces workshops de favoriser les interactions scientifiques et médicales, et puis identifier les priorités de recherche pour produire un agenda stratégique de recherche. Donc, nous avons organisé ces différents workshops dans la première phase des activités de Radio Transnet, c'est-à-dire puisqu'il a été labellisé fin 2018, ces workshops ont été organisés entre de 2019 à 2020. Donc, comme vous voyez, le premier en juillet, le second en septembre 2019, le troisième en décembre 2019. Donc, on avait une bonne dynamique et bien évidemment, le Covid nous a un peu perturbés et a beaucoup retardé l'organisation du dernier workshop que nous avons dû faire en virtuel puisque les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de nous rassembler physiquement. Malgré tout, de ces 4 workshops, nous avons pu identifier des priorités et ces priorités sont, une fois synthétisées, sont la base
de la rédaction d'un agenda stratégique de recherche et d'une feuille de route. Le contenu de ces priorités et ce qui a été retenu pour la définition des feuilles de route a été restitué lors d'un workshop que nous avons organisé cette année, donc le 22 octobre 2021. Et donc ces feuilles de route sont en cours de rédaction définitive qui pourraient être transmises à l'INCa et aux autres organismes financeurs et servent bien évidemment, ont servi de base pour le dossier de renouvellement de la labellisation. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail de tout ce qui est ressorti, mais malgré tout les points majeurs de chaque Work Package. Donc concernant la définition des volumes cibles, donc je vous ai remis le nom des modérateurs qui ont participé à la rédaction de ces feuilles de route. Les thèmes majoritaires, les grands thèmes qui ont été retenus et qui incluent énormément de sous-thèmes sont bien évidemment l'acquisition des images guidées par la biologie, donc tout ce qui est imagerie fonctionnelle, le développement de méthodes d'extraction de ces données pour la définition du volume, donc basées sur différents types justement d'imagerie. Donc on parle d'imagerie multiparamétrique. Donc la validation de concepts de radiothérapie personnalisée guidée par l'image et par rapport à toutes les données finalement dont on a besoin pour pouvoir le faire, un point crucial qui est ressorti, c'est la création de databases de données d'imagerie, justement pour pouvoir essayer de travailler et d'annoter correctement et exploiter au mieux toutes ces données. Concernant les interactions des radiations avec les tissus sains, alors vous pouvez remarquer que on a plus que 3 modérateurs pour la rédaction parce qu'en réalité, le 3e workshop qui avait été organisé, on n'était pas encore dans la pandémie, mais on a fait face à des grèves de transport majeures et François Paris et Renaud de Courvoisier n'avaient pas pu se déplacer et donc au pied levé, on avait demandé à Thomas Lacornerie et à Fabien Mignat d'animer certaines tables rondes. Et donc, ils ont également participé à la rédaction de cette feuille de route. Et ce qui en est ressorti, les grands thèmes pour cette fois-ci sont la corrélation de la dose avec les observations cliniques. Et là, finalement, quelque part, ça rejoint le travail de l'étude Proust où finalement, on a des observations d'effets secondaires en clinique et qu'il faut corréler avec la dose et également aussi finalement avec toute la modalité de traitement, comme le disait Marie, si on a combiné avec d'autres molécules ou pas. La corrélation de la réponse radio-induite, soit avec les fortes doses, soit avec les fortes doses par fraction, le très haut débit, voire la radiothérapie vectorisée. Donc, également la validation de la transposition entre le petit animal et l'humain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti parce qu'on s'aperçoit qu'on travaille quand même beaucoup avec des modèles animaux qui restent petits et pour lesquels on sait que la transposition à l'humain n'est pas toujours évidente. Et donc, on a besoin de revalider certains modèles pour s'assurer finalement qu'ils sont de bons modèles d'études pour l'investigation de certains effets secondaires et pour essayer de rendre le plus efficace possible le transfert des études faites chez l'animal à l'humain. Il va être également question donc de déterminer plus en avant les bases moléculaires et cellulaires donc de ces effets secondaires radioinduits et donc bien évidemment une fois qu'on a trouvé des biomarqueurs ou des voies métaboliques particulières, de définir des stratégies thérapeutiques pour prévenir, limiter et si possible traiter ces pathologies secondaires. Enfin, concernant les traitements combinés, ça ressort en 3 points, mais qui finalement aussi intègrent énormément de choses. Donc et qui rejoint une partie de ce qui est ressorti aussi pour le Work Package précédent, c'est l'amélioration des évaluations précliniques dans le sens où il y a énormément de modèles qui sont utilisés pour investiguer énormément de modalités de protocole et finalement, des fois, on a du mal à comparer les résultats parce que les évaluations sont très différentes avec des protocoles d'application de dose, donc soit la dose appliquée, les particules appliquées, le fractionnement est très, très différent avec des endpoints des fois qui sont communs, mais des méthodes d'évaluation de ces endpoints qui sont très différentes aussi. Donc, un vrai besoin de standardisation est ressorti avec pourquoi pas presque une espèce de recensement, la rédaction d'un livre blanc ou de bonnes pratiques d'évaluation préclinique qui avait même été suggéré. Et donc, un vrai intérêt pour essayer de standardiser et d'harmoniser les méthodes. Et pour ensuite pouvoir évaluer différentes méthodes de radiosensibilisation, notamment des méthodes directes. Donc, est-ce que, en fonction du type de dépôt de dose, donc là, on parle
du débit de dose, de la dose totale, du fractionnement, de la particule, de son énergie. Déjà, est-ce qu'en fonction de ça, on arrive à changer la réponse entre le tissu sain et le contrôle de la tumeur, l'application de nanoparticules, l'utilisation d'inhibiteurs de voies de réparation, et c'est une liste bien évidemment non exhaustive. Et puis, la combinaison avec d'autres molécules, mais qui vont plus être des molécules de radiosensibilisation indirecte, notamment en jouant sur le micro-environnement, donc des inhibiteurs de voies métaboliques, bien évidemment l'immunothérapie. On peut parler aussi de tout ce qui joue sur l'époxy. Donc, un large panel de combinaisons à étudier pour améliorer toujours l'index thérapeutique de la radiothérapie. Concernant enfin les méthodes de calcul de dose, donc bien évidemment, le développement et l'incrémentation systématique finalement des méthodes Monte-Carlo qui sont déjà très, très utilisées et qui demandent toujours à être améliorées pour pouvoir intégrer un maximum de paramètres, avec aussi des problématiques de radioprotection liées au doseur champ, comme précédemment évoqué, liées à l'imagerie de diagnostic et de repositionnement, la gestion du mouvement, toute la nouvelle problématique de la radiothérapie adaptative. Et aussi, donc, comme on l'a évoqué juste avant, les problématiques de dosimétrie liées aux techniques innovantes, notamment les très haut débit de dose comme le flash ou l'ultra-flash, mais également le fractionnement spatial et les binibim. On est quand même dans des faisceaux qui sont de l'ordre du millimètre et pour lesquels la dosimétrie reste compliquée. Et puis, l'augmentation locale du dépôt de dose, notamment dans le cas d'utilisation de nanoparticules. Et enfin, on sait tous maintenant, enfin en tout cas, c'est quelque chose qui ressort beaucoup en radiobiologie, c'est-à-dire que, une dose n'est pas toujours une dose, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont on va l'appliquer, la réponse biologique va pas être identique, quelle que soit la dose. Et donc on a besoin de modéliser ce qu'on appelle maintenant la dose biologique, c'est-à-dire en fonction de la modalité des pots de dose, est-ce qu'on est capable de prédire l'effet que ça aura sur les cellules. Donc, bien évidemment, ça a un gros impact pour le contrôle de la tumeur, mais donc également pour le tissu sain. Donc, bref, je vous ai donc fait l'inventaire non exhaustif des grands thèmes qui vont être abordés, si possible, dans la phase 2 de Radio-Transnet, puisque, comme je vous l'avais dit, il a été labellisé fin 2018 pour 3 ans. Donc, comme nous sommes fin 2021, nous avons dû déposer un dossier de renouvellement pour pouvoir continuer notre travail. Il a été déposé le 4 novembre dernier. Normalement, nous devrions avoir une réponse en février 2022. Si tout se passe bien, la labellisation devrait prendre acte pour 4 années supplémentaires, donc ce qui est un signal fort du soutien de l'INCa à notre travail, puisque notre première phase d'activité avait duré 3 ans, qu'a priori nous serions soutenus pour 4 ans, avec un budget de fonctionnement annuel maintenu, donc budget qui sert essentiellement au fonctionnement, c'est-à-dire le salaire du project manager, l'organisation des événements et un peu de logistique et de maintenance du site internet. Avec, pour ce nouveau dossier, un copil qui, pour l'instant, reste conservé dans sa composition, mais évoluera probablement en cours de route, puisque certaines personnes vont changer d'activité, vont se réorienter. Donc, probablement à mi-parcours, nous aurons une évolution du copil. Et aussi une bonne nouvelle dans le sens où l'INCa nous a confirmé l'ouverture prochaine d'appels d'offres, notamment liés sur les thématiques de prévention des séquelles de la radiothérapie, sachant que tout ce que nous faisons finalement on cherche à améliorer l'index thérapeutique, donc d'un côté améliorer le contrôle tumoral, mais bien évidemment tout en prévenant les séquelles de la radiothérapie. Donc normalement toutes nos activités rentrent dans le cadre de ces appels d'offres. Et donc, en termes de projets et de perspectives d'avenir du réseau, un gros projet finalement qui ressort de ce qui était remonté de la table ronde sur les traitements combinés, de la standardisation des protocoles. Donc, au départ, c'était est-ce qu'on serait capable de connaître un peu plus avant les modèles d'études, les modalités d'expérimentation, les endpoints et les méthodes pour les évaluer au niveau des équipes. Et finalement, on est ressorti l'idée de développer un observatoire de radiothérapie préclinique, donc qui serait basé sur l'ensemble des partenaires du réseau, donc avec un questionnaire qu'on diffusera très largement, qui serait finalement complémentaire de l'observatoire de la radiothérapie clinique qui existe déjà et pour lequel ce serait très intéressant finalement d'avoir les deux pendants, de savoir bien ce qui se passe en radiothérapie clinique et aussi en radiothérapie préclinique.
Et puis de ce fait, le fait d'avoir cet observatoire, ça pourrait aussi permettre de favoriser les interactions entre les acteurs du domaine, dans le sens où si on a toutes les données, qu'elles sont actualisées régulièrement, on peut très bien essayer par mots-clés de chercher, des gens, si on a besoin d'une expertise particulière, on cherche un collaborateur et donc ça pourrait peut-être pas avec des recherches par mots-clés faciliter et donc bien évidemment, ce questionnaire serait, et cet observatoire à actualiser tous les ans pour permettre justement d'avoir, quelque chose de toujours à jour. Et enfin, parce que ça manquait et un peu dans l'idée aussi tous les ans, il y a le congrès de la SFRO, on rassemble tous les acteurs de la radiothérapie clinique et on pense qu'il serait très important un peu sur le même modèle, d'organiser un congrès annuel de la recherche en radiothérapie préclinique et qui permettrait aussi une grande émulation de tous les acteurs du domaine. Alors, il y a plein d'initiatives, il faut savoir qu'il y a déjà plein d'initiatives à des niveaux locaux. Donc, la radiothérapie préclinique reste un milieu très dynamique et qui s'est vraiment redynamisé ces dernières années. Mais je pense que nous pensons que ce serait très intéressant d'avoir un événement de plus grande ampleur et rassemblant plus de monde en même temps de manière annuelle. Et donc, très rapidement, en termes de communication, donc nous utilisions des voies de communication classiques, hein. Nous avons développé un site web, nous essayons d'éditer des newsletters régulièrement, avec des mailings aussi réguliers, quand il y a sur des annonces de postes ou d'événements. Nous participons très régulièrement à des congrès pour nous faire connaître et toujours, discuter de nos activités et aussi régulièrement, nous continuons à échanger avec les tutelles académiques pour être raccord avec leurs grandes orientations, avec les directions des grands instruments. Nous essayons de toujours rencontrer des industriels pour augmenter les partenariats et nous sommes en interaction avec les réseaux européens pour essayer aussi d'augmenter les collaborations et pourquoi pas faciliter l'incorporation de projets nationaux à des projets européens. Et donc, je vous remercie de votre attention et donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le site web, à m'envoyer des messages et vous avez une overview très non exhaustive des différents partenaires que nous avons au sein de Radio Transnet. Merci de votre attention.